Voilà. Ça nous permet de faire parler maintenant notre plus grand expert de la situation, qui est Bernard Jactin. On voulait, Bernard, que tu conclues pour nous redire et peut-être dire aux plus jeunes est-ce qu'ils ont le droit ou pas de mettre des prothèses, finalement, où on en est. C'est pour ça qu'on a voulu te faire parler en dernier sur où on en est de la chirurgie prothétique. Tu vas nous faire un... Tu as 1h30. Une petite plaisanterie de Philippe de Bodinance disant qu'il avait 155 diapos. Rassurez-vous, hier, Sandrine m'a envoyé un message en me disant « Vous avez bien vos 158 diapos ». Donc, mais rassurez-vous, compte tenu de la saturation probable, et bien que j'ai essayé de convaincre Géraldine, parce que j'aurais aimé que vous ne ratiez pas la séance sexe, parce que ça va quand même être le clou de cette journée, mais elle dit tant pis, j'ai raté mon train, je m'en fous, c'est faire rien. Voilà. Donc il va falloir attendre pour le sexe. Alors pour le sexe, j'ai quand même une réflexion à faire. Sandrine m'a interdit de le dire, mais car quelqu'un a évoqué le danger de faire des tensions trop importantes, et vous êtes peut-être un peu jeune pour le connaître, mais un de nos collègues parisiens, Alain Pigné, disait, et vous méditerez cette réflexion qui est très forte, plus on est âgé, moins on tire. Je suis sûr que vous allez le retenir, ça. Alors... Oui. Comment? Non, je voulais votre... le bidule. Merci. Donc, voilà, on va essayer de savoir s'il est raisonnable de mettre des prothèses vaginales et si on va continuer, compte tenu des complications qui ont été évoquées, je pense déjà assez largement au cours des exposés précédents. Alors, il y a des complications évidemment qui varient selon la voie d'abord, on en a parlé aussi, j'ai mis le robot avec un point d'interrogation. Je ne suis pas le spécialiste de l'utilisation du célioscope à Clermont-Ferrand, vous le savez, je crois qu'on a une équipe assez renommée. Quand j'étais encore chef de pôle, je me suis dit, hop, ça, il va falloir acheter un robot, c'est pas possible. Et ils sont absolument unanimes pour dire que, en tout cas pour faire une promontofixation, c'est complètement inutile d'avoir un robot. Donc, sauf Laurent Vabien. Nous n'en avons donc toujours pas. L'exposition est rare, alors vous disiez à l'instant peut-être 3% au lieu de 1%, voilà, mais on reste dans des chiffres qui sont bas et qui sont évidemment liés au fait qu'il n'y a pas d'ouverture vaginale, ce qui est évidemment l'avantage majeur, mais on a évoqué le risque de complications graves. On se confiait l'un à l'autre à des complications sévères de spondylodicite, parfois très précoces, parfois très tardives, c'est quand même une grave complication, mais je ne veux pas entrer dans ce détail, je suis plus concerné par la voie vaginale, vous le savez, et puis actuellement on peut dire que la promontofixation n'est pas dans le collimateur médico-légal de la FDA. Sur la voie mixte, il y a peu de littérature, et je crains parfois que l'association des deux voies cumule les inconvénients des deux voies, pour en discuter si vous le souhaitez. Alors, la voie vaginale pour incontinence urinaire, on a eu donc l'exposé très complet sur les risques de la bandelette sous-urétrale. Alors, en deux mots, cette bandelette sous-urétrale non plus n'était pas initialement visée par la FDA. Mais on se rend compte que sur les, alors, tenez-vous, 100 000 plaintes aux États-Unis liées aux prothèses, 80% sont en fait des complications liées aux bandelettes sous-urétrales, alors que nous étions convaincus au début que c'était bien sûr des prothèses vaginales pour prolapsus qui étaient en cause. C'est donc hors sujet pour moi là aussi. Je veux simplement faire un commentaire. Elle est partie, notre petite urologue. Oui. Véronique est partie, je crois. Elle a évoqué la mobilisation précoce de la bandelette. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est un geste d'abaissement de la bandelette. Les plus anciens d'entre nous connaissaient cette manœuvre de mettre une bougie dans l'urètre, de l'abaisser après colposuspension de Burch. Peut-être vous connaissez encore cette intervention de Burch. Quelques-uns. Là, c'était un geste relativement anodin. Sur les 12 premières érosions urétrales, on a dû en voir 25, 30 maintenant, sur les 12 premières, 9 d'entre elles étaient dues à un abaissement.
Donc, si vous faites une manœuvre dite de mobilisation précoce, elle vous l'a dit, il ne faut pas réfléchir trop longtemps, il ne faut vraiment pas réfléchir longtemps, c'est 24-48 heures. Après, vous prenez un risque majeur d'abaisser l'urètre, un risque d'une complication qui est quand même très sévère. Il y a aussi une dominante constante chez ces femmes qui ont une érosion urétrale, c'est la douleur. Elles ont mal en urinant, bien sûr, mais elles ont mal de façon aiguë. Moi, ça m'a frappé. C'est vraiment des femmes qui décrivaient des douleurs très inhabituelles. Pensez à l'érosion urétrale, c'est rare, mais ça peut arriver. Alors, la voie vaginale pour prolapsus, on le disait, la plus controversée, puisqu'on vous a donné un certain nombre d'échéances. Il y a eu donc cette marée médiatico-juridique aux États-Unis, assez délirante, et qui va se poursuivre pendant des années sans doute, qui aboutit au retrait du marché de plusieurs prothèses. Alors, pourquoi, c'est une question qu'on a déjà développée hier, à la demande de Richard, auprès des académiciens, pourquoi on a choisi la chirurgie réparatrice avec l'abord de prothèses? C'est bien entendu que la chirurgie traditionnelle du prolapsus, non seulement car c'est une chirurgie de réparation a de très très grandes variations techniques, une centaine de techniques peut-être plus décrites, qu'on utilise des tissus par définition amoindris, génétiquement déficients souvent, en particulier chez les femmes jeunes, qu'on néglige dans ces réparations traditionnelles les détachements latéraux, et ça c'est un élément majeur, c'est pour cette raison que j'ai créé une prothèse. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un brevet, j'ai eu un brevet puisqu'elle a été retirée, un brevet américain sur la prothèse Prolif, retiré en mars 2013, et des résultats souvent décevants, et je ne me répète pas, donné tout à l'heure les résultats de l'étude anglaise, toute récente, Prospect, c'est catastrophique. Alors le renforcement prothétique, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, et quand j'ai réuni le groupe TVM français, ça faisait déjà une quinzaine d'années que je faisais ça. En général, la firme Etikon n'aimait pas beaucoup que je montre cette diapositive, qui était une part d'une collection. Je crois que j'en ai une centaine de ces prothèses enlevées pour complications, que je garde dans des petits pots, ça amuse tout le monde. Donc j'avais fait cette photo, mais vous voyez, je n'étais quand même pas l'inventeur. Première publication, une mèche de tantalum, je ne sais pas ce que c'est le tantalum, mais il n'y avait qu'une dizaine de 10 cas, c'est ça, mais c'était en 1955. Donc on ne peut pas me reprocher de l'avoir inventé. Alors les contraintes anatomiques, je pense que vous avez eu la chance d'avoir ce matin, autant sur le plan anatomique que physiopathologique, une revue vraiment complète, donc je pense qu'on peut passer là-dessus, mais retenez que certes, les ligaments, c'est important, certes, le plancher musculaire, c'est important, mais c'est sans doute les fascias, le pouvoir cohésif de ces fascias qui est le plus important. Et ça, je ne crois pas qu'on arrive à le réparer avec une technique traditionnelle, sauf si cette technique traditionnelle est sophistiquée et va se rattacher sur l'arc tendineux du fascia pelvien. Je l'ai fait pendant des années avant les prothèses. C'est quand même pas commode, en tout cas beaucoup plus facile à une prothèse. Donc, malheureusement, et ce n'est pas demain que ça va changer, la prothèse est un corps étranger, donc les inconvénients généraux des corps étrangers sont connus de longue date. J'ai évoqué ces tentatives décevantes, l'incorporation tissulaire reste aléatoire, et beaucoup d'expérimentations animales faites sur la souris avec des prothèses de 5 mm de côté ne sont pas facilement transposables à l'homme, et alors que dire transposable à la femme, c'est encore beaucoup plus compliqué. Parce que le vagin, c'est quand même un tissu très à part, non seulement sur le plan anatomique, mais aussi sur le plan psychologique. N'est-ce pas, Delphine? Donc, le vagin... Bon, il faut que je revienne. Alors, nous avions, en 2009, quand ça a commencé à bouger, on a cité l'HS, en 2009, ça a commencé à bouger aux États-Unis, ils découvraient les prothèses, et mon ami Michel Cosme et moi-même, les complications, on les connaissait déjà depuis belle lurette, parce qu'on mettait des prothèses depuis longtemps, on en a mis beaucoup, on les suivait de façon soigneuse, et on avait cette conclusion qu'elles étaient quand même méconnues et mal prises en charge. L'infection avec le polypropylène, c'est vraiment très rare, ça ne doit pas être dans vos préoccupations. Il n'empêche qu'il faut changer de gants, il n'empêche qu'il faut se comporter proprement. L'exposition vaginale,
on en a beaucoup parlé. Il y a effectivement, même encore à l'heure actuelle, des gens qui publient des taux de 30% d'exposition de prothèses. Donc, j'ai coutume de dire, quand vous avez 30%, vous opérez vraiment très mal. Quand vous avez 0%, vous êtes vraiment menteur. Et la vérité, c'est ce qu'on a dans l'étude Prosper. C'est quand même 10 centres différents. C'est pas uniquement l'équipe de Lille, c'est pas uniquement l'équipe de Clermont-Ferrand. Tu as dit 3%, je crois que c'est toi qui l'as dit, c'est même moins, c'est 2,3 je crois. Hein. Donc voilà, ça c'est dans nos chiffres. Mais l'expérience compte beaucoup. Brigitte Fatton, que j'aime beaucoup, vous le savez, elle n'est pas là, mais elle sait que je cite souvent cet exemple. Brigitte travaillait dans un hôpital périphérique, une très grosse expérience de la chirurgie du prolapsus traditionnel. Elle est revenue dans notre service. Du jour au lendemain, je lui ai dit, tu mets des prothèses. Et puis quand on a fait nos statistiques, Joël Amblin, Brigitte Fatton, elle était à 22% d'exposition, alors qu'on était, Joël et moi, 2 ou 3%. J'ai dit, Brigitte, mais qu'est-ce que tu... J'ai regardé, j'ai tout de suite compris. Elle continuait à faire une dissection traditionnelle, c'est-à-dire qu'elle faisait une dissection entre vagin et fascia. Je lui ai montré, parce que c'est quand même pas sorcier, mais il faut aller jusqu'à l'organe. Donc il faut infiltrer largement pour pouvoir être sur la vessie, pour pouvoir être sur le rectum. Souvent, ça fait un petit peu peur. C'est un peu différent, effectivement. Elle a très vite compris, et comme elle est très méticuleuse, quand on a refait 2 ou 3 ans après la statistique, elle était à 1%, Joël à 2 et moi à 3. donc voilà, on peut tout à fait maîtriser cela. Par contre, l'érosion vraie, donc dans un organe, dans la vessie, dans le rectum, dans l'urètre pour les prothèses sous-urétrales, ça c'est une complication très rare, mais sérieuse, vous en doutez. Mais le vrai problème, c'est la rétraction. Alors on dit c'est la rétraction de la prothèse ne se rétracte pas. Mais non, les prothèses sont innocentes. C'est les tissus alentours qui vont se rétracter. Cette rétraction peut être considérablement importante. Ce shrinkage des anglo-saxons est en fait une réaction inflammatoire fibrotique. Je crois que je ne sais pas si je l'ai laissé là, je confonds un peu entre les deux topos. Voilà un exemple. Alors vous voyez ici l'échographie, on vous a vanté l'échographie dans les complications. Regardez ma prothèse là. Vous voyez un peu cette tôle ondulée. En cystoscopie, voilà ce que ça donne. C'était même pire que ça, j'ai cru que c'était tumoral, j'ai biopsé. Et en fait, c'est évidemment cette prothèse qui avait fait, vous voyez, l'aspect de la muqueuse vésicale. Voilà, alors ça c'est typique. Et alors, on ne peut pas me reprocher de ne pas m'être intéressé à ces complications parce que je pourrais donner la preuve facilement, pratiquement dans tous les congrès, n'est-ce pas Richard? Je parlais des complications et de leur prise. Voilà, si je l'ai, il me plaît bien ce schéma. Hein, il est vraiment bien. Voilà, c'est... Alors, soit vous avez mal attaché votre prothèse, ça se casse la gueule, normal. Là, vous avez une réaction inflammatoire extrêmement importante et vous allez avoir ce phénomène d'encapsulation. Vous savez, les problèmes avec les prothèses mammaires, l'encapsulation. Vous mettez une prothèse gentiment souple et après vous avez un caillou dans le sein, c'est l'encapsulation. À ce moment-là, là aussi, les structures vont céder et évidemment, c'est ce qu'il faut arriver à éviter. Et puis, vous avez des patientes qui vont avoir une réaction inflammatoire, là aussi sévère, qui va entraîner une réaction donc fibrotique très importante. Cette réaction fibrotique va à ce moment-là favoriser, ce n'est pas indispensable à l'exposition, mais ça favorise l'exposition. Et là aussi, il va... oui, j'ai fait comme beaucoup d'entre vous, j'ai confondu les boutons. Il va finir par échouer. Et puis, il y a le cas idéal, optimal, comme disent nos Anglais, qui va faire qu'il y ait une réaction inflammatoire, elle est inévitable, corps étranger, il va se constituer une fibrose, il faut qu'il y ait une fibrose pour renforcer. Cette fibrose, vous savez, s'auto-renouvelle, donc on sait qu'elle est indispensable, mais il va finir par y avoir un bon ménage. Une fois que ce remodélage inflammatoire est fini, il va y avoir un bon ménage entre cette prothèse et les tissus dans lesquels vous les avez implantés, et à ce moment-là, vous aurez un excellent résultat à long terme. Donc, on comprend que ça ne marche pas à tous les coups. Alors, on a parlé des recommandations, je ne vais pas les détailler. Il y a eu des recommandations françaises pour prévenir les complications. Et l'obstacle majeur, c'était celui-là. C'est que pratiquement, vous voyez, toutes ces recommandations sont gratte-C ou avis d'experts. Parce qu'il n'y a pas de littérature assez concentrée sur ces complications. J'ai plaisir, ils sont encore là les gens de Nîmes, il n'y en a plus? Il n'y en a plus. J'ai plaisir à citer cette étude de Nîmes parce que
On ne l'a jamais fait à Clermont, ça s'est fait un peu à Lille, mais pas de façon aussi rigoureuse. Voici l'expérience des complications de l'école de Nîmes pendant 8 ans. Et vous voyez très bien, alors ça c'est le type de complications, et vous retrouvez sans surprise les plus fréquentes, les plus embêtantes, c'est la dyspareunie, c'est les pertes vaginales, et c'est bien sûr les douleurs pelviques chroniques, des douleurs pelviennes chroniques. Ici, là c'est trop compliqué de faire le détail de leur... Mais vous voyez, ce qui compte, c'est de dire que, eh bien, vous voyez, 2-8% de complications. Alors c'est une équipe qui a beaucoup l'habitude d'utiliser les prothèses. Vous avez vu avec quelle élégance tout à l'heure Renaud Perrac a présenté sa mise en place de prothèses par voie vaginale. Il n'empêche que une équipe entraînée peut prendre en charge ces complications sans les horreurs qui sont décrites, en particulier outre-Atlantique. Alors, je sais bien que Richard a dû se dire, tiens, il vient encore d'écrire un truc début 2016, il va bien nous reparler du point, sur ces prothèses. Eh bien, c'est ce fameux retour de bâton. Alors, je ne vais pas le citer, d'autant que plusieurs d'entre vous y ont fait allusion à toutes ces recommandations. J'ai vu que j'avais oublié les recommandations australiennes, effectivement, mais je vais les rajouter, pour dire que, bien entendu, je vous l'ai dit, à partir de 2006-2008, la HAS s'en était préoccupé. J'ai eu énormément d'échanges de courriers avec l'HAS sans grand succès. Ils avaient fini par conclure, je crois que c'est toi aussi qui l'as relevé, qu'il y avait quand même indication de prothèse dans des cas complexes où une intervention traditionnelle ne marcherait pas. C'est vrai, c'est assez flou, parce que bien entendu, ce n'est pas toujours évident de déterminer les cas où ces interventions vont échouer. Et puis donc, il y a eu toute une série de recommandations qui ont un avantage sans doute, c'est un contrôle du marché plus sévère, qui va, je l'espère, je pense sous ton contrôle, Jean-Gabriel, pour faire que les firmes qui restent sur le marché vont être extrêmement rigoureuses et se donner les moyens de prouver ce que j'essaye d'avancer, à savoir qu'il n'est quand même pas déraisonnable à l'heure actuelle de mettre des prothèses en France. Le marché, je pense, c'est de l'ordre, on en avait parlé, 24 000 voix basses par an en France pour Prolapsus. 10 000, 10-15 000. Oui, pour Moto. Et donc environ un tiers de prothèses. Quand le registre génériste qui vous a été cité aussi, ce registre génériste, même s'il y a le biais, c'est vrai que c'était essentiellement des praticiens libéraux, on était pratiquement à 50% de prothèses. Et ça, c'est sans doute trop. Je pense qu'il y a un tri à faire. Toutes les patientes ne doivent pas avoir une prothèse vaginale. Donc l'Europe a donné des recommandations, certains ont dit un peu frileuses. Oui, là encore, vous voyez, on retrouve la même notion de cas complexes, et en particulier en cas de récidive. Je pense vraiment que l'indication de la prothèse, c'est essentiellement la cystocèle très importante avec défect paravaginal, anatomiquement, ça, c'est cohérent. Ensuite, il y a celles qui ont vraiment une origine génétique à leur déficience collagénique, mais là, c'est souvent des femmes jeunes. Et là, il n'est peut-être pas logique de proposer une promontofixation. Et puis, il y a les récidives. Et les récidives, quand la première intervention a été bien faite, nous entendons si la première intervention a été mal faite. Et encore une fois, pour revenir à l'étude anglaise, je pense qu'ils font mal de réparation autologue pour avoir des résultats aussi médiocres. Mais si elle était bien faite, là, je pense qu'il y a une indication à faire un renforcement prothétique. Et bien sûr, il faut informer ces patientes. Et quand on me dit, car on me dit, mais comment ça se fait avec toutes les prothèses que vous avez foutues, vous n'avez jamais eu de plainte contre vous? Non, j'ai encore jamais eu de plainte contre moi. Et c'est que vous opérez vraiment mieux. Je dis non. C'est que je parle beaucoup plus avec les patientes que vous le faites, c'est tout. Et je leur dis, vous savez, on assure le service après-vente. Si vous avez le moins de soucis, vous venez me voir et on vous prendra en charge. Et ça, c'est quand même irremplaçable, si vous voulez. Et nos perdues de vue, à Clermont, c'est 3 fois rien. Il faut vraiment qu'elle soit morte ou qu'elle soit partie à l'autre bout du monde. Alors, les Français, mais ça a été cité, 5 sociétés savantes se sont réunies, on l'a dit, ne plaident pas. C'est dans le cas, attention, c'est dans le cas d'un prolapsus primaire, non récidivé. Donc, je veux bien l'entendre que, sûrement pas systématique, je suis complètement d'accord. En Europe, j'avais été un des membres fondateurs de la Société européenne d'urogynéco. Là aussi, j'avais plaidé le fait que la plupart des études étudient les résultats à 1 an, 2 ans. Alors,
C'est ridicule. 1 an, 2 ans, et on vous dit les symptômes fonctionnels sont les mêmes. Bien sûr, à 1 an, 2 ans, si la voie vaginale autologue a été bien faite, elle ne récidive pas. Il faut voir ces résultats à 3 ans, 5 ans, voire 10 ans. Je ne désespère pas que notre étude prospective TVM, elles ont maintenant 12 ans, on les contrôle, ça vaudrait le coup. Et voilà, pour vous montrer qu'on a continué à étudier d'autres prothèses, à Clermont. On a fait des études anatomiques avec notre ami Vincent Delmas qui était là ce matin avec vous. Et puis à Clermont, donc, parce que je pense qu'il y a maintenant un manque dans la formation à la chirurgie vaginale, tout le monde baigne dans ces célioscopies. Quand est-ce que quelqu'un va dire que c'est complètement déraisonnable de se fixer au promontoire? Ça n'a aucun sens de se fixer au promontoire. Ce n'est pas du tout anatomiquement, ça ne correspond à rien anatomiquement. Bon, c'est rien, c'est pour vous agacer. C'est pour vous agacer un peu. Mais donc, pour apprendre la chirurgie vaginale, on a maintenant mis au point, depuis, ça c'était les premiers qui étaient venus, ça c'était pour montrer qu'il y a beaucoup de brebis sur les pentes du Puy-de-Dôme, eh bien, on utilise la brebis, c'est un excellent animal pour l'apprentissage de la chirurgie vaginale, et en particulier le vagin de la brebis est très similaire à celui de la femme, ce qui me fait dire, nous découvrons ce que les bergers connaissaient depuis longtemps. Alors, est-ce qu'on va continuer à mettre des prothèses? Je suis absolument convaincu que oui. Mais l'adversité est forte et très bien organisée. Aux États-Unis, c'est catastrophique. Vous avez montré des images de ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit sur Internet, c'est effrayant. En Angleterre, il y a 2 ans, leur grande session commune, le Royal College et leur société d'urodynamique, j'ai eu une demi-heure pour essayer de me battre, mais voilà, il y en a 2 qui vous disent, alors je suis bien d'accord, mais tout le reste dit, non, c'est une folie de mettre des prothèses. Donc je pense vraiment que ces complications vont diminuer. Je crois même que dans les mains des équipes en France qui s'occupent, elles ont déjà considérablement diminué, parce que formation des chirurgiens. Alors, vous l'avez évoqué à plusieurs reprises. Hier, l'Académie a pris conscience de la nécessité de contrôler la qualité des chirurgiens. Et il y a une publication américaine récente, difficile que j'avais fait, qui a montré qu'il y avait une corrélation directe entre le nombre de prolapsus opérés par le type, la formation neurogynéco-qu'il a, et le nombre de ces complications sur un échantillon assez important. Et il se posait même la question s'il ne rendrait pas public ces résultats pour que les gens puissent choisir un conseil de peau. Vous voyez, c'est ce que les Américains, quand ils en parlaient, m'appelaient les monkey surgeons. Quand je leur ai demandé de m'expliquer, ils m'ont dit mais c'est les nuls et on a plein de nuls. Et là, c'est vrai que les firmes ont sans doute distribué largement à des nuls des prothèses sans la formation adéquate. Encore une fois, il y avait tellement de copies de prothèses faites par n'importe qui que c'était difficile à contrôler. Il faut que les indications soient bien ciblées, on en a parlé. Et les implants vont être améliorés. On a déjà évoqué les contre-indications. On a évoqué des complications invraisemblables, ça donnait le cancer, polypropylène, mais il y a des millions de personnes qui ont du polypropylène dans le ventre. Ça, on le saurait. Alors, ça a été démenti. La dernière, c'est les maladies auto-immunes. On est constamment en train de chercher. Ce qui est dommage, c'est que ça a tendance à bloquer la recherche, à demander beaucoup de l'argent, de plus en plus, des firmes qui sont impliquées encore. Mais j'espère que les progrès de la bio-ingénierie vont le soulager. Alors, il y a des nouvelles techniques, elles ont déjà été évoquées en grande partie pour limiter ces risques de complications. On l'a dit, polypropylène, large port, monofilament tricoté. S'attaquer vraiment à ce problème de la rétraction tissulaire périprothétique. Donc, je vous promets, on apprend de la chirurgie vaginale sur les brebis, mais on teste aussi les prothèses parce que là, on peut mettre des prothèses de même taille que celles que l'on utilise chez la femme. Et on va certainement pouvoir, en améliorant les chirurgiens, en améliorant les prothèses, réduire considérablement. Donc, on limite la densité des prothèses, cela vous a été dit. On limite la taille des prothèses, alors il ne faut peut-être pas aller trop loin, j'ai tendance à dire que les prothèses timbre-poste, ça ne fera pas l'affaire, mais on le sait, la réaction tissulaire est proportionnelle au volume de matériel étranger. Les recommandations européennes du CENIR insistent beaucoup, même de façon répétée, il faut mettre plus petit, il faut mettre plus petit. On supprime les bras transfixiants, donc vous avez vu encore une fois la démonstration élégante de Renault qui arrive en même temps que sa prothèse antérieure à mettre une fixation apicale sur le sacro-épineux. Je ne pense pas que
l'idée que j'ai eue de mettre 2 bras transobturateurs soit saugrenue, dans des formes de cystocèles en particulier avec défects paravaginales, mais je pense que je conseillais d'associer systématiquement une fixation de l'apex, donc c'est une intervention par voie postérieure en plus, c'est vrai qu'on simplifie la technique, peut-être que l'orientation vaginale est la meilleure, sur le plan anatomique c'est quand même pas complètement logique d'y aller par la voie antérieure, mais c'est réalisable. Il y a eu quelques complications au début, je pense que maintenant c'est bien maîtrisé, et je ne suis pas loin de penser qu'on arrive ici à cette façon à un équivalent de la promontofixation. Et la prothèse postérieure, on peut la supprimer. Le problème, mais c'est vrai pour la voie haute aussi, c'est que moi, 30% des patientes que je réopère, c'est des patientes qui ont une prothèse antérieure qui marche très très bien et qui ont décompensé en arrière. Je continue à penser, nos collègues allemands, par exemple, mettent toujours des prothèses antérieures ou postérieures. Pour eux, c'est mathématique. Donc, voilà, la préservation utérine, c'est aussi un progrès. On l'avait montré très tôt, l'équipe de Lille en particulier. On a vu une différence, mais je ne sais plus, c'était un facteur, un R à 5 fois, selon qu'il y avait ou non hystérectomie. Alors, voilà, c'était le début de l'équipe de Nîmes avec Pinnacle. Pinnacle n'existe plus, mais Uphold est sur le marché. Alors, bon, j'avais fait hier, lisez ça rapidement, c'est un avis d'expert, c'est mon avis. J'ai dépassé, non? J'ai pas entendu ding dong. Ah oui. J'ai une surdité sélective, c'est marrant ça. Alors, toi, tu n'as rien à dire, parce que pour commenter, tu devais commenter les orateurs, tu as parlé autant qu'eux, alors ça, franchement, franchement, non. Là aussi? Oui, moi aussi, allez, on va au sexe. Alors, c'est la dernière. Non, ça a un effet quand même pervers. Oui, c'est l'avant-dernière. Aux États-Unis, on a un retour du colpocléisis, la fermeture du vagin. C'est quand même lamentable. On essaye de faire dire à ces pauvres femmes que c'est pas grave, elles sont assez contentes dans l'ensemble. Et puis ma plaisanterie habituelle, c'est de dire continuez comme ça, parce que tout ce qui revient à la mode, c'est ce que j'ai appris quand j'étais jeune. Et donc, tous ces colpocléisis qui en plus étaient incontinents, je m'en souviens, j'étais jeune assistant. Ouais. Donc ça me rajeunit, c'est un avantage. Et puis des difficultés d'introduction de technique, j'en ai vécu, malheureusement. Mon âge me permet d'avoir connu, surtout à Clermont, les débuts de la chirurgie laparoscopique. Qu'est-ce qu'on a pu ramasser dans les dents? On était traités de fin fou quand on a commencé à traiter des grossesses extra-utérines par laparoscopie, mais c'était un tollé absolument général. Le TVT, Richard le sait bien, on s'est coltiné certains pays étrangers ou les États-Unis. La première fois, on est allé parler du TVT, ça fait 17-18 ans. Les urologues, on dit que tous les urètres allaient être coupés. Les Anglais, là encore, on disait qu'il y avait déjà 5 morts en Angleterre à cause des... Et j'ai recherché, bien sûr, oui, des infarctus, 5-6 mois après la prise de prothèses, des choses comme ça. Et donc, il y a une certaine mauvaise foi, Et puis, là encore, il faut vraiment espérer, parce que il y a déjà, en bioingénierie, on est capable de remplacer des sphincters de l'urètre, et je suis convaincu, je ne sais pas le délai, mais que sur des échafaudages ressemblant à nos prothèses actuelles, on va greffer des cellules souches, et à ce moment-là, on se retrouvera avec les qualités d'un tissu autologue sur le plan de la tolérance et la solidité d'un renforcement prothétique. J'espère que ça sera très bientôt. Et vous savez que j'accorde beaucoup d'importance au hamac.